Bonjour, je m'appelle Edith Kebouya, je suis autrice, scénariste et fière porte-parole pour Communication Jeunesse. J'espère que vous êtes bien installés car vous allez vivre un très bon moment. Bonne conférence! Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Anne-Marie Fortin, je suis la directrice générale adjointe de Communication Jeunesse. Bienvenue à cette conférence du mercredi soir. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Prune Lieussier, qui est fondatrice et directrice générale de La Puce à l'oreille et qu'on a invitée pour vous parler de la balado. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes autant passionné par la balado, mais vous êtes sûrement pas aussi passionné que Prune. Je l'ai entendu en parler et c'est vraiment la passionnée des passionnés. Elle va venir nous parler de nouveaux projets qui sont bientôt annoncés ou qui s'annoncent pour La Puce à l'oreille et également nous parler de l'importance de la balado dans le développement des enfants, le développement cognitif, mais je pense aussi le développement humain des enfants et on pourrait dire par extension de toutes les personnes ici présentes qui écoutent de la balado. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente conférence. Je vais céder la parole à Prune qui pourra se présenter plus en détail et j'espère, je vous invite en fait à poser vos questions dans la conversation, puis je vais m'arranger pour les dissimuler au fil de la conférence ou encore les garder pour la fin si ça se prête mieux. Donc, soyez pas gênés de poser vos questions dans la conversation. Alors, merci d'être avec nous, Prune. Je suis vraiment contente de te recevoir à nos conférences du mercredi et bonne conférence à tous et à toutes. Merci de me recevoir dans vos rendez-vous secrets du mercredi. On a bien compris que c'était... Mais non, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous parler de balado, effectivement, quelque chose qui me passionne pas mal depuis plusieurs années et de La Puce à l'oreille. Donc, j'en parlerai un peu plus longuement tantôt, mais La Puce à l'oreille est un organisme de production de balado pour enfants. On est le seul studio au Québec, en tout cas, qui s'intéresse exclusivement à la jeunesse et l'un des très rares en francophonie. La jeunesse est parfois, en tout cas encore aujourd'hui, un petit peu le parent pauvre de la balado-diffusion, même si c'est en train de pas mal changer. Et puis, aujourd'hui, j'avais très hâte de vous présenter en primeur, puisqu'il ne sera mis en ligne que la semaine prochaine, un nouveau projet qui s'appelle À l'écoute et qui, je l'espère en tout cas, pour des passionnés de littérature jeunesse comme vous, devrait répondre à des besoins ou en tout cas à des souhaits pour travailler avec les élèves ou pour même les écouter chez vous seul avec des enfants ou pas. Alors, mon Zoom ne me permettant pas de partager ma présentation directement par mon écran, c'est Anne-Marie qui m'a fait rend le service de partager la présentation pour moi. Je vois que Dayani est là. Bonjour Dayani. Salut. Dayani et moi travaillons ensemble sur ce projet-là aussi. Elle est déjà un petit peu au courant. En fait, c'est un primeur pour tout le monde sauf pour Dayani. On peut commencer. Donc, la présentation s'intitule Audio et audition à destination des jeunes publics. Une heureuse union avec un point d'interrogation, effectivement, parce que moi, j'ai plutôt la réponse que oui. Mais effectivement, c'est d'abord parti d'une hypothèse. La manière dont j'ai structuré la présentation, c'est d'abord vous parler rapidement de La Puce à l'oreille et de ce qu'on fait. Ensuite de ça, vous parler un petit peu du contexte et de la genèse. Pardon, d'abord aussi également de la balado-diffusion pour enfants, puis les potentiels impacts. Moi, je suis pas une pédagogue, je suis pas une enseignante. C'est pour ça que je m'entoure aussi de pédagogues. Mais donc je serais peut-être pas la mieux outillée pour vous outiller sur comment travailler le balado en classe. Par contre, j'ai des données sur les impacts, sur la curiosité, etc. Donc, on va parler de ça. Ensuite de ça, je vous parlerai de la genèse un petit peu du projet À l'écoute, qui est donc le projet que je vous présente en primeur aujourd'hui. Puis, on rentrera dans le projet À l'écoute et tout ce qui s'en vient. Comme je disais à Anne-Marie en attendant le début de la présentation, moi, mon courriel est sur la présentation. Je serais très heureuse de partager mon PDF. N'hésitez pas à me joindre, à m'écrire. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre à d'autres questions ou à éventuellement échanger sur des sujets ensuite. Voilà, on peut démarrer. On va écouter quelques petits extraits aussi à travers cette présentation-là. Pour les questions, Anne-Marie, je ne sais pas comment vous faites d'habitude. Est-ce que je m'arrête? Est-ce que vous voulez qu'on garde ça pour la fin? C'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, j'invite les gens à indiquer leurs questions dans la discussion autant que possible. Et puis, dans le fond, si ça se prête, je vais t'interrompre subtilement pour te poser la question. Puis, des fois, les questions sont plus globales. À ce moment-là, je les garde pour la fin. Donc, parfait. Si vous posez une question puis que vous voyez que je la pose pas immédiatement, ne paniquez pas. Je l'ai sans doute lu, mais des fois, je les garde pour la fin puis je les résume. Ça dépend un peu du contexte. Super. Ça va être une surprise, Prune. Oh,
Mon Dieu, j'ai hâte. Il y a aussi, alors, souvent, je finis par interrompre puis dire quelque chose, donc sois pas surpris. Parfait. Je la misère à pas parler. On peut commencer par la première slide, si tu veux bien. Voilà. Donc, rapidement, sur la puce à l'oreille, nous, on a été créé fin 2018. En fait, on existait un petit peu avant sous la forme d'un collectif. Donc, on a mis en ligne les premiers contenus fin 2017. Et l'idée au départ de la puce à l'oreille, c'était en fait, ce qui s'est passé, pour vous faire un petit peu la genèse, c'est que moi, je travaille depuis une dizaine d'années en production numérique jeunesse. Notamment, j'ai développé des applications pour enfants qui s'appelaient Fonfon Interactif ou le Club des créatures mystérieuses, etc., avec des éditeurs. Et à un moment donné, pour une raison très, très personnelle, je voulais parler de maladie mentale, de troubles de santé mentale, à destination des jeunes publics. J'ai trouvé assez peu de contenu qui existait là-dessus. J'en ai trouvé pas mal pour les éducateurs, pour les parents qui voulaient accompagner leurs enfants dans ce cadre-là, mais en 2017, il y avait peu de choses sur les troubles de santé mentale pour les jeunes publics. Et donc, j'ai eu envie d'explorer un petit peu comment est-ce qu'on pouvait faire ça. Le médium numérique me semblait complexe, très coûteux, en tout cas numérique tel que je le connaissais, c'est-à-dire applicatif ou site web. J'étais un petit peu seule et puis je voulais vraiment faire quelque chose de plus cathartique qu'un projet d'entreprise, mettons. Et comme j'étais par ailleurs très grande auditrice de balado, je me suis dit que le balado était peut-être un moyen relativement plus accessible pour développer un contenu de ce type. Et à partir du moment où j'ai commencé à penser qu'on pouvait faire un balado pour enfants sur ce sujet, à peu près tout dans ma vie est devenu un potentiel balado pour enfants. C'est-à-dire que j'allais voir une expo, ça ferait un balado pour enfants génial. Je lisais un article dans le journal. Oh, quel formidable balado pour enfants ce serait. Donc, je suis passée d'une envie très cathartique, très personnelle, à je monte un studio à Miami. Là, donc le stress dans ma tête, c'est fait très rapidement. Mais au final, on a sorti une première batch de contenu avec un soutien de la ville de Montréal, dont un contenu qu'on a fait avec Magnéto à l'époque qui s'appelle Papa est fatigué sur la dépression d'un parent. Donc, mon besoin cathartique a été comblé. La réponse qu'on a eue des parents, des enfants évidemment, mais aussi des médias et des enseignants et enseignantes a été vraiment phénoménale. Enfin, phénoménal à notre échelle, là, mais par rapport à ce qu'on avait envisagé, c'était vraiment extrêmement positif. Donc, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et en explorant à l'époque, donc 2017-2018, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait vraiment peu de choses en balado jeunesse. Il y en a beaucoup plus maintenant, ce qui est plutôt très chouette. Donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et on a monté un OBNL, puis on a commencé à développer des contenus. Aujourd'hui, la manière dont on travaille, c'est qu'on travaille avec des auteurs, autrices, illustrateurs. J'ai pas mis en épicène, là, je m'excuse sur la page, mais auteurs et autrices, illustrateurs et illustratrices, comédiens, comédiennes, réalisateurs, réalisatrices, musiciens, musiciennes et pédagogues et médiateurs, médiatrices. Donc ça, c'est vraiment toute une gang de pigistes, de créateurs avec qui on travaille. On a également une équipe à l'interne de 5 personnes en direction éditoriale, en direction de production, en direction de création, etc. Et la manière dont on mange, parce qu'à un moment donné, on veut payer évidemment tout le monde, c'est important, et bien, en tout cas au prix du marché, c'est qu'on fait des productions à l'interne sur des sujets qui nous font plaisir, et puis par ailleurs, on fait beaucoup de commandes. Donc on travaille pour Espace pour la vie, Musée des Beaux-Arts de Montréal, des éditeurs beaucoup, des théâtres jeunesse. Et généralement, nous, on fait vraiment de la conception là, de l'idée pure jusqu'à la production, voire pour certains partenaires de la diffusion, quand eux-mêmes ne sont pas diffuseurs. Donc là, on travaille, comme je vous dis, sur différents sujets et différents clients. Par ailleurs, et on a également eu ce gros financement dont je parlais plus tard, qui est à peu près l'un des rares financements publics qu'on peut aller chercher. Le balado, encore aujourd'hui, n'est pas vraiment financé par le public, en tout cas pas au fonctionnement. Donc, ça reste encore un petit souci. Voilà, on peut avancer sur la présentation. On peut avancer encore. Ok, donc rapidement, pour faire un petit peu la genèse en fait de pourquoi est-ce qu'on a pensé ce projet à l'écoute, puis je reviendrai en fait un peu plus tard sur les impacts de la balado. On est d'abord parti des enjeux de l'édition jeunesse. Moi, il se trouve que on peut passer à la slide d'après si tu veux, Anne-Marie. Moi, il se trouve que par ailleurs, je termine. J'ai l'impression que je dis que je termine depuis 2 ans, mais là pour vrai, je termine d'ici décembre et je dépose d'ici décembre une thèse au doctorat que j'ai faite à l'UQAM sur comment est-ce qu'on peut mieux outiller les éditeurs jeunesse québécois qui veulent explorer les potentiels du numérique. Et pour
collecté mes données par rapport à cette recherche-là. J'ai notamment collaboré à une recherche financée par le FRQST qui rassemblait 9 chercheurs et 14 partenaires éditeurs québécois et producteurs, qui s'appelait « Soutien au développement de démarches d'édition numérique jeunesse au Québec à partir de pratiques favorables de production, diffusion et réception ». Cette recherche a duré 2 ans. On a interrogé un grand nombre d'éditeurs et éditrices pour comprendre pourquoi ils n'avaient pas fait du numérique, s'ils en avaient fait, quels avaient été leurs freins, quels avaient été leurs facilitateurs et qu'est-ce qu'ils verraient comme type de solution pour les aider. On peut passer à celle d'après. Et notamment, la difficulté que beaucoup d'éditeurs ont évoquée, c'était vraiment la difficulté de se faire repérer. C'est-à-dire que on le sait tous, là, c'est bien beau de proposer une application absolument fantastique avec des fonctionnalités incroyables, des créateurs merveilleux. Si personne la télécharge, ça tombe un petit peu dans l'eau, quoi. Et ça, c'est vraiment une problématique. Et c'est une problématique parce que dans l'univers numérique, on est complètement noyé dans une production qui est mondialisée, dans une production qui parfois favorise plutôt des grandes marques ou des grandes marques commerciales. Je pense par exemple à un Disney, un Dora l'exploratrice, etc., versus des contenus plus indépendants ou un peu plus originaux. Donc, il y a un vrai problème de découvrabilité. Et par ailleurs, comme c'est des efforts qui sont souvent coûteux et très énergivores, pour les éditeurs indépendants, en tout cas moi, ceux qui m'intéressent, c'est-à-dire les maisons d'édition indépendantes, c'est des efforts qui sont inconsidérés pour une maison d'édition qui déjà a besoin d'un équilibre financier qui est parfois fragile. Donc, il y a une vraie problématique par rapport à ça. Par ailleurs, l'autre chose, c'est que c'est bien beau là aussi de vouloir développer plein d'applications numériques, etc. Le nerf de la guerre pour un éditeur, c'est quand même de valoriser sa production papier aussi, parce que c'est ça qui est en librairie, c'est ça qui est vendu. Comment est-ce qu'on peut valoriser ce catalogue-là sans être dans la cannibalisation des contenus, sans que papier et numérique viennent se rencontrer? Et par ailleurs, évidemment, comment est-ce qu'on sort du lot dans un univers numérique francophone, alors qu'en plus, quand on fait du numérique applicatif, par exemple, on n'est pas dans les bibliothèques, on peut pas être emprunté, on peut pas être dans les librairies, on peut pas être sur les salons du livre. Donc, il y a une vraie difficulté. On peut passer à la slide suivante. Par ailleurs, il y avait d'autres enjeux. Évidemment, vous savez, vous êtes les mieux placés pour le savoir, l'enjeu de toucher les publics scolaires avec des propositions numériques intégrées et pertinentes. C'est-à-dire que nous, dans les rencontres qu'on a pu faire, notamment avec des enseignants et des enseignants, peut-être que vous n'auriez pas le même retour, mais les retours que nous, on avait eus, c'était que parfois, c'est beaucoup de temps, d'énergie pour trouver la bonne solution numérique, pour se former à l'utiliser, pour être sûr que ça va fonctionner par rapport aux élèves du niveau d'âge qu'on a, etc. Parfois, c'est c'est long, en fait. C'est long et énergivore pour les enseignants, puis c'est difficile de trouver parfois des solutions vraiment intégrées, notamment en création littéraire jeunesse. Par ailleurs, les bibliothécaires, mais aussi donc les enseignants, les médiateurs ont un peu de la difficulté à avoir accès à du contenu numérique francophone québécois pour soutenir la médiation de la lecture, et pour les jeunes publics en tout cas. Et puis évidemment pour les parents, il y a cet enjeu-là aussi dans le numérique d'avoir accès à du contenu numérique francophone, pertinent, diversifié, mais aussi si possible de temps en temps un petit peu en dehors des écrans, surtout après une année et demie de pandémie qui a beaucoup mis les enfants devant les écrans. Je suis loin d'être quelqu'un anti-écran, ça ferait peu de sens avec mon métier, mais ceci dit, je pense que comme vous toutes et tous ici, on veut quand même pouvoir diversifier le type de proposition. On peut passer à celle d'après. Encore. Là, c'est ça. Donc, et par ailleurs, nous, du côté de la balado, on avait des problématiques un peu à l'inverse. C'est-à-dire que n'étant que numérique, par définition, puisqu'on est diffusé en ligne, on avait un peu de la difficulté à trouver notre place et à faire notre place dans cet univers numérique francophone, très, très diversifié. Je sais pas, j'avais lu un chiffre faramineux de Apple Podcast qui disait on comptait en centaines de millions le nombre de podcasts qui avaient été mis en ligne ces 10 dernières années, donc c'est extrêmement difficile de faire sa place. Et nous, en balado jeunesse également, il y a la difficulté aussi que les parents vont avoir besoin d'un petit saut de qualité. Donc aujourd'hui, à notre petite échelle, je pense que la puce à l'oreille, là, ce petit saut de qualité, c'est cependant, pour se faire encore plus découvrir, c'était important de s'associer avec des gens qui font eux aussi de la qualité. Et la particularité pour le balado jeunesse, c'est que nous, tous les espaces de découvrabilité un peu traditionnels du livre jeunesse, que peuvent être les salons du livre, les librairies, les bibliothèques, les recommandations des libraires, nous, on n'avait pas accès. On ne pouvait pas se rendre là. Donc, c'est là-dedans
donc, en lien avec nos problématiques à nous et en lien avec la recherche FRQSE dont je vous parle, qui est vraiment la base de mon travail doctoral, on s'est vraiment dit que la formule gagnante, c'était un petit peu la combinaison papier-numérique, c'est-à-dire de proposer des contenus numériques qui viennent soutenir, compléter, enrichir une production papier, un album par exemple, qui permettent d'un côté aux éditeurs de pouvoir tirer leur épingle du jeu, de disposer de plus de points d'accès numériques pour pouvoir faire découvrir l'album papier, et par ailleurs, bien évidemment, du côté du numérique, d'avoir des ancrages auprès des publics, au plus près des publics, dans les endroits où ils vont aller consulter des livres. Et puis, par ailleurs, on a une portée, là, c'est vraiment des considérations très commerciales, je m'en excuse, mais il y a une portée du papier qui est intéressante aussi, c'est un album, c'est un objet qu'on offre, un objet qu'on peut vendre, un objet qu'on peut découvrir de manière différente, ce qui est plus difficile pour le numérique. Mettre un objet purement numérique, virtuel, sous le sapin, généralement, c'est moins marquant. Donc, il y a cette considération-là aussi qui est importante. Et moi, ce que je vois beaucoup en édition jeunesse en ce moment, puis je vois que Chloé est là, fait que je pense que Barin, fait que je sais qu'on parle, j'imagine qu'elle sait à quoi je pense aussi, notamment des projets chez Fonfon qui sont incroyables, parce que selon moi, ils tirent la bonne formule de cette combinaison papier numérique sans se cannibaliser et en proposant vraiment quelque chose de riche et de pertinent sur les deux aspects. On peut passer à la suite. Donc, évidemment, je donne des exemples ici, des mini-jeux, un micro-site, une application des vidéos, des installations interactives, de la réalité augmentée, Sky is the limit pour le numérique en complément du papier. Je m'excuse, je suis un petit peu commerciale, vous me direz si vous voulez que j'avance plus vite, n'hésitez pas là-dessus. On peut passer à la suivante, ouais. Par ailleurs, le balado jeunesse. Donc, autant on avait les éditeurs jeunesse qui cherchaient un petit peu une solution numérique, qui explorent les possibles du numérique. Et par ailleurs, il y a le balado jeunesse. J'aime bien cette citation qui est parue dans InfoPresse en 2019 sur la balado en général, que je trouve assez juste, gavée d'informations, de notifications incessantes, de textos, de publicités, de statuts Facebook et de stories Instagram. Le citoyen numérique semble être à la recherche d'un refuge médiatique. Il a envie d'une bulle rassurante où des voix humaines racontent des histoires, tout simplement. Et je trouve ça assez juste. En tout cas, moi, c'est pas mal ma perception de la balado-diffusion. On peut aller à la suivante, Anne-Marie. C'est que juste pour vous situer un petit peu la balado, le premier gros succès de balado, c'est la série américaine Serial, qui est une série de crimes, qui réalisait, puis là je vais préciser ce que je mets là, mais c'est 80 millions d'écoutes individuelles, selon le dernier comptage auquel j'ai eu accès, qui était de 2016, donc 2 ans après sa parution. J'imagine qu'aujourd'hui, on a largement dépassé les 100 ou 120 millions. Donc, on s'entend que c'est le même type d'écoute que peut avoir une grosse série Netflix, par exemple. Enfin, c'est quand même quelque chose de majeur pour un format qui était quand même relativement confidentiel à l'époque. Aujourd'hui, 61% des adultes canadiens écoutent du balado, quasiment identique aux chiffres des États-Unis. Pour la tranche d'âge qui écoute le plus balado, c'est les 18-34. 41% des membres de ce groupe d'âge en écoutent chaque mois. Donc, c'est quand même des consommations extrêmement régulières. On peut passer à la suivante. Par ailleurs, le jeunesse commence à se développer. Je vous ai dit au début qu'en 2017, quand nous, on a démarré, il y avait assez peu de choses en francophone. Et vraiment en francophonie, c'est-à-dire aussi bien en France qu'en Belgique et évidemment qu'au Québec. Mais aujourd'hui, vraiment, on voit qu'il y a un engouement. Nous, ça c'est entre nous, mais nous, on a vraiment vu un impact de la crise sanitaire, évidemment, dans le sens où les gens étaient chez eux, avaient besoin de proposer du contenu aux enfants, puis potentiellement et idéalement, c'est avec pas trop d'écran, donc ça a vraiment changé la donne, mais du coup, ça provoque un effet d'engouement par rapport à la production. Radio France, Radio-Canada commencent à développer de plus en plus de contenu, embauchent également des studios. Il y a de plus en plus de propositions balado jeunesse par des institutions, des entreprises, des fondations. Là, pour le coup, je me réjouis évidemment pas de la crise sanitaire, on s'entend là. Mais pour le coup, dans le développement de la balado jeunesse, le fait que des musées aient eu à fermer et aient eu à réinvestir différemment leurs propositions de médiation, ça a forcément aidé à la production de balado jeunesse. On développe des réseaux, nous on se bouge aussi. On a développé un réseau qui s'appelle l'Écoute Buissonnière, qui sont des producteurs francophones pour enfants. Aux États-Unis, ils ont un réseau qui s'appelle Kids Listen, que je vous invite si vous voulez travailler l'anglais, ils ont sur leur site une base de données fantastique de balados américains et canadiens anglophones, de surtout une grande variété de sujets. Ah, est-ce que vous m'avez... Oui, ok, parfait. J'ai comme l'impression que ça va glitcher. Et donc, évidemment, ça provoque une évolution exponentielle des écoutes. On peut passer à la suivante.
Donc, c'est ça. Par ailleurs, je m'excuse, je fais beaucoup de constats, on va arriver au cœur du projet, là. Par ailleurs, il s'est passé aussi un autre phénomène pendant la pandémie, c'est que les gens ont commencé à emprunter ou à consommer de plus en plus de contenu littéraire en ligne, et notamment audio. Ça a vraiment été le format qui a tiré son épingle du jeu pendant cette année noire. Par exemple, il y a 1 million d'e-books qui ont été prêtés par les bibliothèques du Québec entre la mi-mars et la fin de 2020. On parle de plus 126% en mai. Et en ce qui concerne les livres audio, on parle de plus 672% d'emprunts en bibliothèque au Québec. Donc, on s'entend que c'est majeur l'intérêt pour l'audio cette dernière année. Est-ce que la tendance va retomber avec la reprise progressive à la normale? Peut-être, mais peut-être pas au niveau d'avant. Ce que disent en tout cas les gens des bibliothèques notamment, c'est qu'a priori, ils pensent qu'il y a quand même eu une espèce de les gens ont mis cette habitude-là dans leur quotidien, ils vont probablement, pour la grande majorité, la garder. J'aurais une question en lien avec ça. Oui. J'ai l'impression, peut-être, je peux me tromper, là, je ne suis pas une professionnelle des réseaux de bibliothèques à ce niveau-là, mais est-ce que ça se pourrait aussi que les bibliothèques numériques et les bibliothèques audio se soient garnies? C'est-à-dire que je pense que le livre numérique jeunesse n'était pas légion dans les bibliothèques avant la pandémie. À un moment donné, ils se sont rendus compte que il y a des éditeurs qui se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils fassent des versions numériques parce qu'ils n'en faisaient pas. Puis là, c'était nécessaire qu'ils se retrouvent dans les bibliothèques parce qu'il y avait de l'emprunt. Puis je me dis peut-être aussi que les bibliothèques ont fait des achats de livres audio puis des achats de livres numériques. Oui, moi non plus, je suis pas une experte de ça, mais je suis contente que oui. Par ailleurs, il y a aussi eu des mécanismes mis en place au niveau public, notamment le Patrimoine Canada qui a développé un fonds pour le livre accessible. Donc ça a aidé des éditeurs à développer des livres numériques, des livres audio. En tout cas, c'est comme une chaîne aussi qui se met en place puis qui permet de ruisseler sur l'ensemble de la chaîne, là. C'est ça qui est intéressant, vraiment. Mais quoi qu'il en soit, tant mieux qu'on voit, après les efforts qui ont été mis, soit que ce soit par le Fonds du livre du Canada ou que ce soit par les bibliothèques qui ont fait ces achats-là, mais tant mieux que le public était là aussi pour les emprunter. Absolument. Parce que sinon, encore une fois, ça reste lettre morte. Oui, bien sûr. On peut passer à la suivante. On passe encore, merci. On arrive sur la balado de manière plus précisément. Donc, ça, c'est une citation d'un magazine qui s'appelle The Atlantic en 2016, donc un peu vieux, mais je pense que c'est encore vrai, pour le coup, la balado de diffusion jeunesse, qui pourrait offrir un moyen pour divertir et éduquer les enfants sans avoir peur de brûler leur rétine ou ruiner leur imagination. De plus, elle s'insérait de manière harmonieuse dans des routines existantes, de long trajet en voiture ou le temps calme avant le coucher, ce que je trouve plutôt une citation assez juste. On peut passer à la suivante. Donc, selon une étude de 2017, alors là, c'est une grande difficulté avec la balado-diffusion jeunesse, c'est qu'on dispose de peu de chiffres, parce que les données, généralement, des grandes études sur la balado commencent à 15 ans, plus rarement 12 ans, mais avant ça, on n'a pas grand-chose. C'est l'une des choses qu'on veut faire dans le cadre du projet à l'écoute. Donc, on espère d'ici mars 2022 vous revenir avec des données, mais pour l'instant, on se base un peu sur des données qui sont soit anciennes, soit étrangères. Donc là, en l'occurrence, c'est une étude du réseau américain Kids Listen de 2017 qui avait fait un vaste portrait des habitudes d'écoute et ce dont il ressortait que 80% des enfants, on parle d'enfants qui écoutent du balado, 80% des enfants écoutent du balado plus d'une fois, près de 20% l'écoutent au moins 10 fois, et après avoir écouté un balado, donc on retrouve dans les au moins 10 fois, vous savez, l'album jeunesse que vous avez lu 26 milliards de fois, que vous connaissez par cœur, là, on est à peu près dans la même dynamique avec le balado. Après l'avoir écouté un balado, 73% lancent des conversations en lien avec leur écoute, 56% citent ou rejouent ce qu'ils viennent d'écouter, 56% parlent à d'autres enfants de ce qu'ils ont appris dans le balado, 54% demandent à réécouter l'épisode et 52% réclament plus d'informations sur le sujet du balado qu'ils viennent d'écouter. Donc, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre du développement de la curiosité, du développement du plaisir ou aussi d'apprendre. Donc, quelque chose d'extrêmement intéressant. Et on parle de documentaire aussi bien que de fiction. Le panel de balado qui avait été écouté dans le cadre de l'étude, il y avait les deux types de formats. On parlait d'enfants de 6-7 ans. Et je trouve les chiffres très parlants et très positifs. C'est vraiment agréable de lire ça, de se dire, OK, il y a un vrai intérêt. On peut passer à la suivante. Par ailleurs, sur le livre audio, qu'on peut quand même relativement comparer à la balado, une grande étude belge avait conclu que l'écoute de livres audio multiplie par 2 l'appétit pour l'apprentissage de la lecture, par 3 l'acquisition du vocabulaire, par 5 la maîtrise de la langue et par 8 la compréhension du texte. Là aussi, il me semble que c'est des chiffres extrêmement intéressants et importants. On peut passer à la suivante.
Puis, Oui, tu vas pardon. peut-être en parler plus tard aussi, mais j'ajouterais de ce que je peux, moi, observer à la maison. Vous savez que je fais toujours ce lien à un moment donné dans la conférence. Mais je pense que ça, je ne sais pas par combien, mais je pense que ça contribue beaucoup aussi à l'apprentissage du récit chez l'enfant. C'est-à-dire, souvent, le fait que l'enfant puisse écouter une balado en faisant d'autres choses, donc sa motricité étant occupée, il est capable d'écouter plus longtemps, donc d'écouter des histoires peut-être plus longues que les albums qu'on est capable de leur raconter quand on est statique avec le livre. Et on peut constater que l'enfant va être capable de suivre le récit longtemps avec le début, le milieu et la fin. Donc, au niveau de la compréhension des temporalités peut-être dans le récit, je serais curieuse d'entendre, d'avoir des statistiques là-dessus, mais j'ai l'impression que ça a un impact aussi. Oui, c'est absolument, c'est fort probable. En fait, je pensais que j'en parlais après, mais pour compléter aussi, il y a aussi un intérêt extrêmement important sur l'oralité, c'est-à-dire voilà, sur la compréhension orale et puis sur la francisation, sur des enfants qui peuvent avoir par exemple des troubles de l'apprentissage, qui peuvent être un petit peu intimidés par la lecture, qui sont pas encore autonomes en lecture, pour rentrer dans un univers narratif ou un univers littéraire. C'est facile, c'est ludique, c'est intéressant, oui. Je vois Madame Caroline Roux parle de langue seconde. Oui, effectivement, c'est génial pour développer l'apprentissage du langage du français. Et par ailleurs, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais en création balado, nous on fait beaucoup d'ateliers de création balado avec des élèves. On est vraiment dans un développement de compétences qui est extrêmement complet. Des compétences informationnelles, je vais aller chercher de l'information, des compétences de rédaction, je vais rédiger mon balado, des compétences techniques, parce que parfois on peut les amener même à monter, des compétences créatives dans le sens où on les amène à faire de l'écriture sonore, à réfléchir au sens du son. Moi, ça m'arrive souvent en atelier avec des élèves de leur demander de réfléchir c'est quoi les sons de l'école. Alors, les sons de l'école, c'est la cour de récréation, c'est la maîtresse qui écrit, enfin, ça peut ce genre de choses. Et le niveau d'abstraction suivant, pour moi, c'est quoi le son de l'amitié. Donc, on rentre dans un niveau d'abstraction un petit peu plus élevé, mais du coup, il y a une réflexion qui se passe autour de ça. Juste pour vous le confier en anecdote, là, moi, la réponse la plus cute que j'ai eue à cette question-là, c'était que le son de l'amitié, c'était le son de deux manteaux d'hiver qui crissent l'un contre l'autre quand on se fait un câlin. Et ça, je trouvais ça extrêmement mignon, extrêmement charmant comme proposition de son de l'amitié. Mais donc et par ailleurs, on est également sur une très bonne, en tout cas moi ce que me disent les profs, comme je vous dis je suis pas pédagogue moi-même, mais ce que me disent les profs c'est que c'est un outil génial d'évaluation de l'oral. C'est-à-dire plutôt que d'être dans un exposé oral parfois un petit peu stressant, l'enfant a l'occasion de s'enregistrer, de se réécouter, de pouvoir s'auto-évaluer également. Donc il y a quelque chose d'intéressant autour de la création de balado avec les élèves là-dessus. Voilà. On peut passer à la suivante. Voilà, donc on est parti de cette idée-là en se disant, ok, est-ce que la bonne formule pour nous, il y en a plein d'autres, des formules numériques papier, mais dans notre cas, ce serait de lier des balados à des albums. Donc on est allé chercher un petit peu ce qui se fait en balado littéraire pour les enfants, et on a découvert plein de choses formidables, notamment des choses que vous connaissez peut-être déjà, des adaptations littéraires en balado. On parle notamment de grands classiques, les Tintins, par exemple, sur Radio France, qui a fait une adaptation de nombreux albums de Tintin en balado avec l'Orchestre symphonique français, etc. Nous, on a fait une, alors évidemment pas avec l'Orchestre symphonique français, qui est beaucoup plus modeste, mais dont on est très fiers, qui est une adaptation d'une BD qui s'appelle Le Facteur de l'espace, donc qui est édité chez La Pastèque. On l'a fait en 6 épisodes de balado, où c'est vraiment une adaptation dans le sens où les textes ont changé, on a rajouté des planètes, on a vraiment essayé d'adapter. Par ailleurs, il y a des histoires lues par des bibliothécaires. Lis-moi une histoire, Albin Jeunesse. Lis-moi une histoire, pardon. C'est un balado qui est un partenariat entre RTL, donc la chaîne de radio française, puis Albin Michel Jeunesse, donc des histoires issues du catalogue Albin Michel. Des histoires créées et lues par des enseignants, ça c'est Envolé Comté, et des rencontres d'auteurs jeunesse. Voilà. Je vous conseille tous ces podcasts-là, c'est vraiment très riche. Il y a plein de choses là-dedans. Quand je vous dis, je vais vous envoyer. J'envoyerai à Anne-Marie la présentation, vous trouverez toutes les références si vous le souhaitez. On peut passer à la suivante. Je voulais vous faire écouter un extrait d'Envolé Comté, mais je vois que comme je parle beaucoup, moi, dans la vie, je vois qu'il est déjà 20h. Peut-être qu'on peut sauter. Ouais, c'est ça. Ah, vous voulez l'écouter? Louise SVP, c'était pour l'écouter ou pour pas l'écouter? Je sais pas. Ça m'étonnerait qu'on te demande de ne pas écouter quelque chose. C'est ça, hein? Franchement. On peut l'écouter. Moi, je pense qu'on peut l'écouter. Puis moi, je vous dirais, prenons le temps qu'on doit prendre ce soir. Et si jamais,
pour une raison X ou Y, vous devez vous cesser d'écouter cette conférence à 20h30, elle est enregistrée. Alors, vous pourrez sans doute écouter la fin un peu plus tard si jamais vous avez un cours de yoga qui commence à 20h45 puis vous avez besoin de 15 minutes pour vous rendre. Allez à votre yoga puis réécoutez la fin plus tard. Mais je pense que Prune, si tu en as envie, on peut prendre le temps d'écouter. Ouais, je trouvais ça intéressant parce que j'aime bien cette création-là. C'est deux enseignantes françaises qui ont créé ça pendant la fermeture des écoles l'an dernier. Et je trouvais ça intéressant parce que elles l'ont fait avec vraiment les moyens du bord. Elles ont acheté un bon micro quand même. Je pense que c'est leur seul vrai investissement, une centaine de dollars. Et le reste, elles l'ont fait avec des outils gratuits, là, Audacity pour du montage, des banques de sons et de musique libres de droit en ligne, et puis évidemment de l'énergie et du temps. Mais je trouve le résultat plutôt réussi avec vraiment des tout petits moyens de production. Donc, juste pour montrer qu'on peut quand même créer des choses très chouettes avec pas beaucoup de moyens techniques. Peut-être le dernier, épisode 7, Ilyes sur le Nil. Yes. Je pars. Vous me direz si vous me ferez un petit signe pour me dire si vous entendez. Normalement, j'ai partagé le son, mais vous me direz. OK. Ah. Non, ça a pas l'air de fonctionner. Si, assisement. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter le 7e et dernier épisode de Ilyes sur le Nil. Mais avant de commencer, nous voulions dire un immense merci à Camille et Mathieu pour leur interprétation incroyable de Shani et Ilyes durant toute cette saison. Et maintenant, nous vous laissons en compagnie de toute la famille pour la fin de l'histoire. Bonne écoute! Petit tas de ferraille oublié dans un coin, usé, cassé, abandonné. Mais quel est donc cet objet ? Un accordéon, un petit avion ou un carillon ? Avec de bons outils et de l'imagination, il deviendra ce que tu veux qu'il soit. C'est une drôle de farandole qui se dirige vers la péniche du Nymphéa. Shani ouvre le chemin en tirant doucement la longe d'acacia. Ilyes la suit en poussant le fauteuil d'Amosis. Et leurs parents ferment la marche en soutenant la vieille Osiris qui s'extasie. Oh là, mais vous sentez ce petit vent-là qui remonte du Nil, qui glisse sur le nez, qui chatouille les oreilles ? Ça doit faire 10 ans que je ne l'ai pas senti. Ils arrivent à la péniche. peut... Mais quelqu'un les attend. Si vous voulez, je vous garde le mystère pour la suite. Donc ça, c'est en ligne et c'est gratuit. Donc vraiment, si vous voulez savoir la suite, je vous conseille En voler compter. C'est vraiment un très bon contenu. Yes, merci. C'est que tu veux passer à la... Parfait. Donc, j'arrive au cœur du projet, donc qui est le projet à l'écoute. Je te peux passer à la prochaine slide. Bon. Donc, la première étape, en fait, au-delà de la réflexion qu'on avait eue de manière générale en lien avec la recherche dont je parlais tantôt, c'est qu'on a été contacté à la puce à l'oreille par la Pastèque en 2019, qui avait envie d'explorer un petit peu le médium balado, puis notamment en lien avec un album, qui est l'album L'abeille à miel, que vous connaissez peut-être, qui est écrit par Kirsten Hall et illustré par Isabelle Arsenault, qui est un album pour les un peu plus petits, si on parle vraiment des 3-5, là c'est sur les abeilles à miel, c'est un album documentaire. Puis eux, ce que voulait faire la Pastèque, c'est de faire vivre cet album-là en balado, mais pas dans un format de livre audio qui reprendrait le texte de l'album, mais vraiment comme un format complémentaire qui donne plus d'informations au public, au jeune public, sur les abeilles à miel et sur l'importance des abeilles dans les écosystèmes. Donc, on l'a fait, on a cherché le soutien de l'UQAM pour faire un petit prototype, donc un petit balado de 8 minutes, grâce donc à l'Université du Québec à Montréal, et avec des fiches pédagogiques également. Je reviendrai sur les fiches pédagogiques un peu plus tard, mais donc on a produit ce balado, les fiches pédagogiques, puis on a fait un lancement à Montréal avec 1 heure du conte. On a été également au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil en décembre suivant, donc 2019. Et ça a très, très bien fonctionné. On a eu entre 25 et 30 000 écoutes, je crois, de mémoire. Donc, à l'époque, donc peut-être même encore plus aujourd'hui, c'est un album qui a très bien, un balado qui a très bien fonctionné. En général, pour vous donner une idée, on est plutôt autour de 8-9 000 auditeurs par contenu. Donc, on avait doublé, voire quasiment triplé. En fait, on avait même triplé le nombre d'écoutes. On peut passer à la suivante.
On peut juste écouter un petit extrait, pour le coup, de celui-là, si vous voulez. C'est le deuxième lien que je t'avais envoyé. Alors, en plus, attendez, parce que c'est un truc de fou. Vous allez avoir une exclusivité. C'est que vous allez voir notre nouveau site qui est mis en ligne demain matin. Voilà. Donc, il est là, le site. Ah, je me rends compte qu'il faut que je change le logo de la pastèque, tiens. Au passage. Alors, je clique sur écouter. Ouais, absolument. Et tu vas avoir le petit player. Tu peux y aller. La puce à l'oreille. Ce podcast est présenté par les éditions de La Pastèque. Maintenant, on dit balado, on dit plus podcast. Tiens, tu entends? Elle approche. C'est une abeille. Il s'agit d'un insecte. On compte 20 000 espèces d'abeilles dans le monde. On en trouve 800 juste au Canada et près de 1000 en France. Elle mesure entre 2 mm, soit l'équivalent de 2 têtes d'épingle, et 4 cm, soit la largeur d'une balle de golf. Elles vivent majoritairement dans des endroits chauds et secs où l'on trouve beaucoup de fleurs. Lorsque tu vois une abeille sur une fleur, du pollen se colle à ses pattes et il est ensuite déposé sur la prochaine fleur que celle-ci va visiter. C'est ce que l'on appelle la pollinisation. C'est essentiel au développement de l'écosystème car cela permet aux fleurs de se reproduire. Les abeilles sont les pollinisatrices les plus importantes sur Terre. Bon, et si tu remontes un petit peu, pardon. Est-ce que tu m'avais dit d'arrêter, c'est bien ça? Oui, pardon, okay, oui. Mais en fait, si tu remontes un petit peu, si tu fermes le clapet, enfin le clapet, et que tu peux scroller vers le bas, pardon. Excuse-moi. C'est moi. Les fiches pédagogiques qu'on a produites, elles sont là. Ah mince, non, faut que tu remontes. Ici. Là, c'est ça. Si tu cliques sur pour les profs, par exemple. Vous voyez, donc on a produit les fiches pédagogiques. En fait, c'est pas nous, c'est l'UQAM. Nous, on a juste fait les mettre en page. Et en fait, si vous descendez, on a le chercheur qui a travaillé avec nous a essayé de proposer aux enseignants différentes grilles d'écoute. En fait, 3 grilles d'écoute, 3 grilles, une grille d'écoute, une grille de compréhension et d'interprétation, puis des questions sur le son. L'idée étant vraiment d'abord de travailler le vocabulaire, de travailler la compréhension par rapport au son, l'interprétation également. Donc, si tu descends encore un petit peu, Anne-Marie, vous allez voir que il y a toutes les grilles de travail. Ça va être pour chaque balado. Hein. La quasi-totalité des balados sont traités avec les fiches pédagogiques. Donc, on a une première écoute où on identifie les actions des personnages. Ensuite, une seconde écoute, si tu descends encore un petit peu. Plutôt les éléments sonores. Une troisième écoute pour le vocabulaire nouveau. Ensuite de ça, on passe après l'écoute, des questions de compréhension et d'interprétation. Et ensuite de ça, c'est ça. Et les questions sur le son. Les bruits que j'entends, qu'est-ce que je pense que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on a choisi telle musique, parce que c'est une musique qui fait peur et on parle d'un truc qui fait peur. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de réfléchir à la question du son, des bruits, des effets sonores et de la musique. Ça c'est évidemment gratuit, hein, c'est disponible en ligne et vous avez la version sans les réponses, avec juste les grilles pour les élèves. Si vous souhaitez juste les imprimer, là, c'est plus facile. Vous allez voir, on les a un peu bien remises en page là, pour les trucs à l'écoute, on les trouve bien belles. Je vais vous montrer ça après. On peut revenir à la présentation, Anne-Marie, si tu veux bien. Excusez-moi, je suis pas vite. Non, c'est moi, j'étais obligée de te... On peut y aller. C'est que ça a très bien marché, parce que vous avez vu, il y avait une vingtaine, 20 000 sur SoundCloud, 10 000 par vidéo, par YouTube, etc. Et vidéo Facebook, etc. Et donc, on s'est dit, OK, il y a vraiment un truc à faire. Donc, et la Pastèque aussi. Donc, la Pastèque est allée chercher des fonds auprès, justement, du fonds Livre Accessible pour développer une série qui s'appelle la Pastèque Audio, qui est également disponible en ligne. Il y a également des fiches pédagogiques qui sont liées à ça, qui sont 6 balados documentaires. Mais alors, pour le coup, un petit peu sur le même modèle de l'abeille à miel, on partait d'un album documentaire pour les un peu plus âgés que l'abeille à miel et on faisait un balado documentaire qui allait un petit peu plus loin. Par exemple, on a fait l'album Monstres sacrés, qui est un album documentaire sur les volcans, que vous connaissez peut-être, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et le balado qu'on a fait en parallèle, c'est sur l'apparition en quelques mois d'un volcan au Chili, par exemple, quasiment dans le jardin
de gens qui habitaient là et qui d'un coup ont vu un volcan se développer en quelques semaines ou quelques mois. C'est une histoire complètement incroyable, mais vraie. Donc ça, on raconte. On a parlé par exemple dans l'album, en lien avec l'album, sur l'histoire des chemins de fer au Canada. On a fait un balado sur les trains à vapeur, sur comment ça fonctionne. Et puis, autour de ces balades documentaires-là, on a rajouté une autre couche de contenu. On allait faire des entretiens. Par exemple, pour le balado, mettons pour l'album Monstres Sacrés, on avait le balado sur cette fameuse histoire de volcan. Et on avait également un entretien en balado avec, là, pour le coup, une vulcanologue qui travaille sur l'île de la Guadeloupe. Pour train à vapeur, on avait un entretien avec Claude Chartrand, qui est un ancien machiniste des chemins de fer du Canada, qui nous raconte, je vous invite à l'écouter vraiment. Là, je pense que on n'a pas forcément le temps aujourd'hui, mais c'est un personnage haut en couleur qui est retraité maintenant, mais qui adore raconter son passé de machiniste et qui nous a raconté une histoire pas possible de déraillement de train. Enfin, c'était extrêmement intéressant. Ça a été un joli défi aussi d'aller chercher des professionnels, des experts et leur demander de raconter ça à des enfants de 7 ans, quoi. Voilà, donc c'était raconter la biodiversité à un enfant de 7 ans. Il y a quelque chose d'intéressant autour de ça aussi à explorer. Donc tout ça nous a convaincus qu'il y avait un truc à faire entre la balado jeunesse et l'album jeunesse, et du lien comme ça. Donc ce qu'on est allé faire, on peut passer à la suivante, si Anne-Marie. Donc ça aussi, on peut le passer. Oh, ça aussi. Donc j'y arrive, je m'excuse, c'était une longue mise en bouche, mais l'idée donc est de proposer des contenus audio complémentaires, de documentaires, en lien, pour le coup, cette fois-ci, avec des albums de fiction. L'idée étant que chaque contenu balado peut être écouté de manière autonome. On n'a pas besoin d'avoir lu le livre pour pouvoir comprendre le balado. On est complètement autonome là-dessus, mais les deux se répondent, les deux sont liés. Évidemment, je reviens à ce que je disais au début, c'est pour les éditeurs, c'est une manière d'améliorer leur découvrabilité en ligne, puisque, je vais y revenir, mais ça augmente leur métadonnées, ils vont pouvoir exister différemment en ligne. Et puis pour nous, la balado jeunesse, ça nous amène dans des lieux plus traditionnellement réservés à la littérature jeunesse, c'est-à-dire les livres, librairies, les bibliothèques. On peut passer après. Je m'excuse Anne-Marie, c'est moi qui te sollicite à chaque fois. Si je vais passer à la slide. Ah, parfait. Par ailleurs, le projet donc, qui s'appelle À l'écoute et qui est financé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le programme Ambition numérique a évidemment pour objectif d'aller chercher des données, ce que je disais un petit peu tantôt là, sur les impacts de l'écoute, sur comment on écoute, c'est quoi le contexte aussi. Est-ce qu'on écoute à plusieurs? Est-ce qu'on écoute en jouant? Est-ce que c'est l'enfant qui demande à écouter? Est-ce que c'est plutôt le matin, plutôt le soir? En tout cas, il y a toutes ces données-là qu'on veut aller chercher. Et puis évidemment, dans les classes aussi, comment les enseignants les utilisent, comment est-ce qu'ils aimeraient pouvoir les utiliser mais ne peuvent pas le faire encore. En tout cas, il y a plein de questionnements comme ça qu'on veut essayer d'aller, auxquels on veut répondre d'ici à la fin du projet en mars. Je dis fin du projet en mars parce que la subvention termine en mars. Mais l'idée est de continuer quand même après et d'enrichir de nouveaux contenus. On peut passer à la suivante. Bon, ça c'est les objectifs. Je reviens sur l'objectif du début. Je pense qu'on peut passer un peu plus rapidement. Donc, ce qui va être produit et qui va être mis en ligne, là aussi vous avez une primeur qui est mis en ligne la semaine prochaine. Donc, tout va être mis en ligne pour le 10 novembre et le lancement officiel est le 13 novembre dans le cadre En marche de l'Envie de Montréal. Ce qui va être mis en ligne de maintenant jusqu'à mars 2022, c'est une quarantaine de contenus, balados documentaires, qui sont en lien avec des albums de fiction chez des éditeurs québécois. Nos partenaires éditeurs, c'est Fonfon, La Pastèque, Les 400 coups, Monsieur Ed, Druide comme des géants, La Courte Échelle, Lisatis, Planète Rebelle. Autant vous dire que vous voyez derrière moi, là, moi je suis une très grande, c'est une infime partie de ma collection, je suis une très grande passionnée de littérature jeunesse. Et puis clairement, ces 9 éditeurs-là, c'est pas mal parmi mes préférés du monde entier. Là. Je me suis fait un petit peu plaisir. Je me suis fait un petit peu un cadeau d'aller chercher ces partenaires-là. Et puis, je suis ravie parce qu'ils ont tous accepté. Par ailleurs, on travaille également avec Bibliopresto et son partenaire de marque. Bibliopresto, ce qu'on va faire avec eux, en fait, c'est que tous les balados vont être disponibles sur Bibliopresto pour l'entrée en bibliothèque. Gratuitement évidemment. Sur Bibliopresso, vous allez pouvoir écouter directement avec le player aussi. On est en train de regarder pour une deuxième phase de projet pour Biblius. Et également sur leslibraires.ca. L'idée pour nous, c'est que s'il y a un balado, l'album va sortir plus haut dans les résultats de recherche sur leslibraires.ca et sera mieux renseigné sur les bibliothèques et plus complet pour les bibliothécaires. C'est vraiment l'idée de promouvoir les albums jeunesse. Évidemment, Communication Jeunesse est partenaire avec nous. Salon de livre de Montréal, on fait, vous pourrez aller le voir sur le Facebook de La Puce à l'oreille, on a une série d'événements
Heure du Conte, alors c'est à Montréal, mais Heure du Conte à partir du 13 novembre, puis ensuite au Palais des Congrès. On va également à Montreuil cette année. Puis après ça, on va également être présent dans différents salons du livre cet hiver en dehors de Montréal, là, ailleurs au Québec. Et puis, évidemment, on est toujours oui, Biblius sont bien. On est également partenaire toujours avec l'UQAM, notamment pour la production des fiches pédagogiques et toutes ces fameuses études en école. Et par ailleurs avec l'ANEL également, avec qui on présente un certain nombre de webinaires pour les éditeurs que ça peut intéresser. Comme je vous disais, l'idée c'est que suite à ces 40 contenus, on en produise d'autres. Que d'autres éditeurs nous fassent confiance. Là, pour l'instant, les éditeurs, tout est financé par la demande de subvention, mais à terme, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir vraiment développer le plus de balados possible et puis que ça serve les éditeurs comme un outil promotionnel. Puis moi, je peux pas rien engager au point de vue technique. Il faut faire des vérifications techniques, mais je pense que si ces balados-là pouvaient être dans les fiches de livres, de ces livres-là sur le site de Communication Jeunesse, on s'appelle. Parce que effectivement, c'est un contenu supplémentaire pour chacune des fiches de livres. Puis déjà, je trouve que la balado, souvent, c'est une façon c'est une porte d'entrée vers le livre dans plusieurs cas. Moi, ça arrive souvent que je fasse écouter des balados avant de présenter les livres. Mais si ça peut être dans le sens inverse, donc quelqu'un qui connaît le livre puis qui là découvre qu'il y a une balado à la clé, tant mieux si ça va dans les deux sens. Ouais, oui, puis la stratégie que nous on a mis en place, c'est-à-dire on fait un seul fil audio qui s'appelle À l'écoute, où on mélange tous les albums, tous les partenaires éditeurs, etc. Parce que notre idée, c'est qu'une fois que quelqu'un s'est abonné, parce qu'il a bien aimé un balado à ce fil audio-là, il va avoir une notification. Puis tous les balados commencent par ce balado est en complément de l'album chez. Donc on espère que peut-être il va se dire tiens, je savais pas qu'il y avait un album sur ce sujet-là chez Comme des géants, puis ça m'intéresse parce que ça touche mon enfant ou c'est une problématique que je veux aborder en classe, mettons. Fait pour nous l'idée c'est de la promotion collective. C'est de dire c'est plein de petits éditeurs plus ou moins petits là, mais éditeurs indépendants. Nous qui sommes aussi petits et indépendants, mettons-nous ensemble pour valoriser tout ça collectivement. Et avec vous, évidemment, Communication Jeunesse, Bibliopresto, etc. On peut passer à la suivante. Ce sera pas long. Vas-y. Tu peux avancer, ouais. Donc, 38 contenus audio originaux pour le moment. On parle de plein de choses. L'idée, c'est vraiment d'être dans la grande diversité de sujets. On parle à la fois de biodiversité, de violences conjugales et familiales, à travers l'album Le Grand Méchant dans ma maison. Vous connaissez peut-être aussi. On a également les contes du coyote chez Planète Rebelle. On a Louis Riel. Également, on a des choses sur la culture, des choses sur les émotions, l'anxiété, le stress, des choses sur les Vikings, des choses sur les super-héros. Enfin bref, c'est extrêmement large, extrêmement diversifié. Identité de genre avec Anatole qui ne séchait jamais chez Fonfon. Voilà. Et Simone, on fait Simone sous les ronces. Bref, on aborde vraiment beaucoup de choses. Dans les 38, on a essayé d'avoir la plus grande diversité possible et de faire en sorte qu'il n'y ait pas 3 contenus sur l'anxiété, mettons. C'est d'avoir vraiment la plus grande diversité possible. On parle de l'histoire des sous-vêtements en lien avec où sont passées mes bobettes chez Druide. Enfin bon, voilà. Je vous les citerai pas tous, mais on a une belle diversité, je pense. On peut passer à la suivante. Voilà, ça ressemble à ça, nos petits logos. Quand vous commencerez à voir ça, c'est le bon logo. Je vais vous dire qu'on est également très fiers des créateurs et des créatrices avec qui on travaille. On travaille notamment avec des autrices telles que Mélissa Molène-Dupuis, Rima El Khoury, Sarah Lalonde, qui sont des gens très talentueuses, donc on est très ravis de les avoir. Et au niveau des comédiens et comédiennes, mais également Barbada, Dominique Pétain, Véronique Pascal Devrillon, des gens qu'on apprécie beaucoup. On est ravis qu'ils aient accepté de travailler avec nous. On peut passer à la suivante. Par ailleurs, évidemment, mais il y a 38 fiches pédagogiques telles que vous les avez vues, remises en page, vous allez les voir après. Et on va essayer, pour l'instant, elles vont ressembler, puisqu'on est un peu dans le jus pré-lancement. Donc, pour l'instant, elles vont ressembler à ce qu'on a déjà, ce que vous avez vu tantôt, mais l'UQAM est en train de travailler pour ajouter des sections spécifiques sur oralité, francisation, appropriation de l'écoute, on l'a déjà, mais ils vont ajouter des trucs d'apprentissage, oralité et francisation. Donc, c'est des éléments qui vont arriver en plus. Par ailleurs, on a également monté un club des profs qui se compose d'un groupe Facebook et d'une infolette dédiée, la première infolette par la semaine prochaine. Et puis, je ne sais pas si Dayani est encore là, mais on est très heureux parce que Dayani Vigère et Benita Kayo-Zahir, donc 2 enseignantes au primaire qui aiment ça, balado, nous ont fait le plaisir de collaborer avec nous pour écrire des éditos à chacune de ces infolettes-là. La première part la semaine prochaine. Et puis, le club des profs s'appelle le club des profs de la puce à l'oreille. Vous pouvez le trouver. C'est d'essayer de partager, pas forcément juste nos contenus, là, mais de manière générale, des expertises, des expériences, des outils pour travailler l'audio en classe.
Voilà, donc nos nouvelles fiches pédagogiques vont ressembler à ce que vous voyez à gauche. Ça, c'est le petit logo, le club des profs. On peut aller à celle d'après. On va également, d'ici la fin de l'année ou janvier, proposer des outils de création pour les balados. Pour les profs qui auraient envie de faire de l'écriture sonore ou qui auraient envie d'aller même jusqu'à monter des balados avec leurs élèves. Notamment, notre proposition, ce serait d'inviter les enseignants à utiliser un album qu'ils utilisent déjà dans leur classe pour créer un balado qui soit correspondant. Puis nous, notre engagement, c'est vraiment de les outiller au mieux qu'on peut pour développer un balado documentaire en lien avec un album de fiction avec les élèves. Comme je disais, on traverse toute une série de compétences. Je suis pas la meilleure pour parler de ça, là, mais je sais qu'on traverse une série de compétences à travers une création balado qui peuvent être intéressantes. On peut passer à la suivante. Par ailleurs, donc on va pouvoir écouter au Salon de Montréal, en salons internationaux, on fait des goûters d'écoute. Dans toutes les bibliothèques, on va normalement pouvoir accéder au balado, donc évidemment en ligne, mais également dans certaines bibliothèques. Il y aura à la BNQ, pour ceux qui sont à Montréal, une douche sonore pour les écouter sur place également, si vous voulez aller écouter ça à la BNQ directement. Et on travaille très fort avec les bibliothèques et les librairies pour pouvoir avoir accès à des écoutes dans ce type d'espace-là. Mais excuse-moi, Prune, là, tu as suscité en la gourmande en moi la curiosité, mais qu'est-ce que c'est des goûters d'écoute? Il me semble qu'on doit manger quelque chose en faisant ça. Des goûters d'écoute, c'est des heures du conte, mais audio. C'est-à-dire qu'on se rassemble, on écoute le balado, on discute autour de ça aussi. C'est très rigolo parce qu'on a mis en ligne nos événements hier, puis l'un de nos événements qui s'en viennent dans le cadre du Salon du Livre, c'est un heure du conte, goûter d'écoute en lien avec un album qui s'appelle Rien du tout, chez Isatis, qui parle d'ennui. C'est celui qui se book le plus rapidement. Donc, on a trouvé ça très drôle d'imaginer que l'ennui était particulièrement intéressant. Comme, en tout cas, c'était plus attractif. Mais donc, là, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on lit l'album avec un conteur. On écoute le balado sur ce qui s'appelle Travail sur l'ennui. Et ensuite, on discute. Pourquoi est-ce que c'est bien de s'ennuyer, etc., etc. Donc, vraiment, l'idée, c'est un petit peu un goûter débat, je te dirais. On peut passer à la suivante. On sort le première salle de contenu mercredi prochain, 21 contenus, une deuxième salle en janvier, une troisième salle en mars pour la semaine de la relâche. J'en ai parlé, Entrepreneur, Bibliopresso, Biblius, et évidemment, on va être sur l'ensemble des plateformes et le tout gratuitement. Et évidemment, nos fiches pédagogiques seront gratuites également. On peut passer à la suivante. Ça, je passe très rapidement. Comme je vous disais, d'ailleurs, si ça vous intéresse, on cherche des participants pour des groupes focus, parents, enfants, enseignants, bibliothécaires, médiateurs, pour comprendre la manière dont, d'abord, on peut s'améliorer, et puis aussi dont les enfants consomment, entre guillemets, de l'audio. Et ce qu'ils attendent, et ce que les enseignants attendent aussi d'une proposition audio. On peut passer à la suivante. Et évidemment, l'idée, c'est de pouvoir outiller les éditeurs à en faire d'autres. Donc, on va également faire des recherches sur quels vont être les impacts pour les éditeurs. Est-ce que leurs livres ont été plus achetés? Est-ce qu'ils ont été plus lus, etc. Pour nous, ça va être important. Ou empruntés. C'est ça. On peut aller à la suivante. On terminera le projet. Évidemment, je passerai l'information à Anne-Marie aussi par une journée professionnelle, probablement divisée d'un côté production puis d'un côté éducation, donc en deux demi-journées, pour pouvoir faire un peu le retour d'expérience sur ce projet-là. Atelier webinaire, et puis ce qui vont être disponibles également d'ici mars ou en tout cas avril 2022, c'est un guide d'implantation puis un guide des publics. Pour ceux que ça intéresse plus précisément l'audio, puis les données de l'audio, on va faire paraître des guides qui seront également proposés gratuitement. Et avec les enfants, oui, c'est ce que je disais tantôt, en fait, mais c'est un petit peu, je suis allée plus vite que la musique, développement de petites créations balado, recherche documentaire, écriture, enregistrement des voix, écriture sonore, etc. Peut-être pour terminer, moi, je voudrais vous faire écouter en primeur, puisque je vous dis ça sort la semaine prochaine, 2 débuts d'épisodes de À l'écoute. Peut-être qu'on peut aller sur la page qui est la page de notre hébergeur, qui n'est pas la page du site, puisqu'ils ne sont pas encore en ligne, mais on peut descendre et peut-être qu'on peut écouter pour démarrer Super-héros. Peut-être pour démarrer Les Valises Invisibles, qui est un petit peu plus bas. Voilà, c'est celui-là. Alors celui-là, il est écrit par Elkana et il est écrit par Rima El Khoury et il est lu par Barbada. T'as pas de son, je pense, Anne-Marie? Ouais, ça. À l'écoute. À l'écoute. Pour découvrir, apprendre, comprendre. Les Valises Invisibles. Un balado en complément de l'album Racine de Marianne Ferrer,
publié aux éditions Monsieur Ed. Les valises invisibles. Lamia est née à Montréal. Ses parents viennent de Syrie. Myrlande est née à Laval. Son père vient d'Haïti. Mathéo est né à Sherbrooke. Sa mère vient de Colombie. Lamia, Myrlande et Mathéo sont de jeunes Québécois aux origines très différentes. Mais si tu les observes bien et que tu écoutes leurs histoires, tu verras qu'ils ont aussi en commun d'être des enfants d'immigrants de deuxième génération. Des enfants qui transportent avec eux des valises invisibles. Sais-tu ce que cela signifie être un enfant de deuxième génération? C'est un enfant qui est né au Canada et dont au moins un des deux parents est né dans un autre pays. C'est peut-être ton cas ou celui d'un ou d'une de tes amis à l'école. Au Québec, une personne sur 10 est un enfant de deuxième génération. À Montréal, c'est le cas d'une personne sur 5. Souvent, les parents ont quitté leur pays d'origine parce qu'ils avaient un rêve. Les plus chanceux ont choisi d'immigrer d'eux-mêmes. Ils ne sont pas partis parce qu'ils étaient malheureux dans leur pays. Ils ont fait ce choix parce qu'ils avaient envie de vivre de nouveaux défis, de nouvelles aventures. Pour d'autres, ce n'était pas un choix. Ils ont dû quitter leur maison à cause d'une guerre ou d'une catastrophe. On peut peut-être passer C'est ce qu'on appelle des réfugiés. Ce sont des personnes qui sont obligées de... Qui est celui juste au-dessus, qui s'appelle... Ah non, peut-être, ouais, il faut que tu fasses back, mais l'autre qui est un plus léger, c'est les super-héros, en lien avec l'album Chez la Pastèque de Arnold, Mon genre de super-héros, de Guillaume Perrault. Et alors lui, il est écrit par Sarah Lalonde et il est lu par Dominique Pétain. Il est plus rigolo. Enfin, super-héros et super-héroïne, là, c'est pas final le titre, là, on va l'ajouter, vous inquiétez pas. Mais excuse-moi, ça me suscite une question, en fait. Oui. Peut-être que tu voudrais répondre après qu'on l'a écouté, mais ça me fait réaliser soudainement que, dans le fond, la balado peut avoir été écrite par un autre créateur ou une autre créatrice que les créateurs d'origine. En fait, c'est même le cas, systématiquement, oui. C'est un choix que vous avez fait pour avoir peut-être deux visions ou... Oui, c'est un choix d'abord parce que, comme les balados et les albums sont... D'abord, c'est une particulier d'écrire un balado. C'est écrire pour le son. C'est pas nécessairement la même chose qu'écrire pour un album. Et par ailleurs, il y a aussi l'envie que on est dans un contenu plus documentaire, plus journalistique, plus donné à la recherche dans le balado. Donc, par exemple, les super-héros et super-héroïnes, j'insiste, ça va être changé. Hein. Enfin, vous voyez un truc qui est pas encore sorti. Par exemple, là, on est plutôt dans quelque chose d'un peu plus, oui, c'est farfelu, mais on reste dans quelque chose de lié à la recherche, qui est peut-être pas forcément des choses qu'on peut toujours demander à des auteurs jeunesse. Parfois, certains le font très, très bien, d'autres sont moins à l'aise avec ça. Et puis, oui, effectivement, il y avait cette envie d'ouvrir un peu le spectre, mais d'ouvrir un autre regard aussi sur l'album. C'est intéressant. Alors, je le pars, sans plus attendre. À l'écoute. À l'écoute. Pour découvrir, apprendre, comprendre. Les super-héros et les super-héroïnes. Un balado en complément de l'album Arnold, le genre de super-héros, écrit par Heather Tekavec et illustré par Guillaume Perrault, publié aux éditions de La Pastèque. Les super-héros et les super-héroïnes. Sur un trottoir, Billy, 7 ans, mange son premier cornet de crème glacée de l'été. Sa saveur préférée, caramel beurre d'arachide extra jalapeno. Billy est sur le point de déguster sa première léchée quand... Super Crapule surgit. Avec ses yeux laser rouges magnétiques, il retire violemment le cornet des mains de Billy et le fait voler jusqu'à lui. Toute la crème glacée du monde sera à moi.
Mon cornet! Tout à coup, descendant du ciel, dans son costume élastique et sa cape couleur napolitaine, Crème Glacée Woman surgit. Rends ce cornet à cet enfant ou tu verras de quelle glacière je me chauffe. Car oui, tu l'as bien compris, Crème Glacée Woman est une super-héroïne et son unique mission, ramener justice et crème glacée entre les mains des enfants. Depuis la nuit des temps, les humains ont toujours adoré inventer des personnages plus grands que nature aux pouvoirs incroyables. Même que, bien avant l'apparition des super-héros, il existait dans les mythologies grecques, romaines, hindoues et autres des dieux, des déesses et des demi-dieux capables d'accomplir de très grands exploits. Hercule, Athéna ou Shiva sont un peu les pionniers et les pionnières des super-pouvoirs. Ils ont même inspiré certains super-héros et super-héroïnes d'aujourd'hui. C'est ça. Donc, contenu à l'écoute, tout ça va être mis en ligne le 10 novembre, puis progressivement au fil de l'année, de nouveaux contenus pour arriver à 38, puis on espère plus. Ça conclut un peu ma présentation. Je termine avec Crème Glacée Woman, mais c'est ça. Bon. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'était moins pédago. Voilà. Mais si vous avez des questions, des commentaires, je suis très preneuse. Ben, moi, je vais vous inviter à poser vos questions, à lever la main pour prendre la parole. Et pendant qu'on attend que les gens posent leurs questions, Prud, je voudrais te remercier parce que tu le sais, on s'en est parlé souvent. Moi, la balado, c'est un médium, je sais pas si on veut dire ça, un média qui m'intéresse énormément et que j'utilise beaucoup, que j'adore. Alors, c'est intéressant d'avoir des preuves, dans le fond, de son impact aussi sur l'intérêt que les enfants peuvent porter envers les livres, puis de voir la variété d'offres qui existent en balado aussi. Je vois dans la conversation, si tu permets, je vais prendre un instant pour lire la question de Marie-Josée qui dit « Est-ce qu'il y a une phase dans le futur pour les balados qui concerne les sujets pour les adolescents? » Alors, notre idée à l'écoute, on est vraiment sur je dirais, c'est très large, parce que selon les enfants, selon leur intérêt aussi, mais entre 7 et 9 ans, 6 et 9 ans, mettons, de manière très, très ouverte. L'idée derrière ça, c'est d'arriver à faire... En fait, l'idée, c'est d'arriver à démontrer qu'il y a un intérêt pour les éditeurs et un intérêt pour les publics. Si on arrive à le démontrer, moi, je suis assez confiante qu'on va aller pouvoir chercher des éditeurs qui font plus du roman ado pour créer un à l'écoute ado, peut-être avec un visuel un peu différent parce que je pense que les ados vont trouver ça un petit peu bébé, mais vraiment d'avoir un à l'écoute ado et de la même manière on pourra avoir un à l'écoute tout petit concrètement sur des sujets un petit peu plus simples, des contenus beaucoup plus courts par exemple. Mais oui, l'idée c'est de développer plusieurs fils. Là on commençait par ça parce que c'est vraiment nous, j'ai la puce à l'oreille, notre cœur de cible. Moi les ados ils me font un petit peu peur, mais on va y arriver. On va arriver aux ados et j'espère dans la prochaine année on va arriver à développer de quoi. Moi, je serais curieuse de savoir si dans la salle, il y a des gens qui utilisent la balado, des gens en classe, si oui, comment, et sinon, ou à la maison. Donc, si ça vous tente de répondre à cette question-là, je serais bien curieuse d'avoir vos réactions. Ici, Catherine nous demande comment faites-vous pour avoir la meilleure diffusion possible? Alors, c'est compliqué, c'est tout un enjeu, la diffusion quand même. Nous, on travaille avec un hébergeur que vous avez vu, qui est Podcastic, qui généralement est un petit peu dans l'ombre, parce qu'on préfère pousser notre site. Là, je vous l'ai montré là, parce que les contenus ne sont pas encore sur le site. Mais le Podcastic, ce qui est intéressant avec eux, c'est payant. C'est pas hyper cher, mais c'est payant. C'est qu'une fois que nos contenus sont hébergés sur leur site, les contenus audio, on peut de manière quasiment automatique, diffuser sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer, sur Amazon Music, sur les enceintes connectées Amazon aussi, en tout cas sur l'ensemble des potentiels diffuseurs audio. Et derrière, après, c'est vraiment un jeu de hashtags. C'est pour s'assurer, nous, on a une quarantaine de hashtags par contenu. C'est souvent toujours les mêmes, on essaie de dévier, c'est le sujet, c'est balado jeunesse, balado pour enfants, podcast jeunesse, podcast pour enfants, c'est vraiment parfois des trucs très répétitifs comme ça. Ça, le hashtag, ça change vraiment la donne. Et puis pour nous, ce qui est hyper intéressant par rapport à ce projet-là en particulier, c'est que on va avoir dans la librairie, dans les bibliothèques, des grandes affiches, on va avoir des stickers en bibliothèque sur les bouquins qui sont traités en balado, et là-dessus, il y a partout des QR codes. Alors, on sait que c'est un petit peu ringard, les QR codes, mais ça revient en force, puis finalement, ça marche plutôt bien. Et l'idée, c'est vraiment que
en scannant sur une affiche ou sur un sticker sur un album en librairie, en plus aller directement s'abonner au fil podcast. Donc on va voir, c'est un test pour nous, c'est la première fois qu'on fait ça, donc on va voir comment ça va fonctionner. Mais sinon oui, la diffusion c'est un peu le nerf de la guerre. C'est vrai que c'est super intéressant pour nous de travailler avec des partenaires, notamment muséaux, parce qu'ils ont déjà une audience très très captive et intéressée par ce qu'ils font, donc c'est une manière de développer la diffusion. Mais je reste persuadée. Ça répondait à la question, mais. Ben, je pense que oui. Puis moi, je reste persuadée quand même. En tout cas, si tu as besoin de quelqu'un pour convaincre les éditeurs du fait que la balado est une façon de découvrir des livres, c'est-à-dire qu'on n'a pas, comme je pense entre autres avec les petits, on n'a pas tout le temps le temps de lire avec eux. Moi, ça arrive souvent le soir en rentrant de l'école. Ma fille est super énervée. Puis parce qu'à l'école, il y a eu toutes sortes d'affaires qui se sont passées. Puis j'ai vraiment constaté que si je lui mets une balado pendant que je prépare le souper puis qu'elle est en train de colorier, il y a quelque chose qui se calme dans la maison. Mm-hmm. Et notamment, je pense, parce qu'on est en train de faire une activité ensemble, parce qu'on écoute ensemble la balado, malgré que je ne puisse pas être avec elle, en train de colorier avec elle ou de faire quelque chose avec elle, il y a comme un partage qui se fait quand même à ce moment-là. Puis après qu'on a écouté ces balados-là, je pense au Facteur de l'espace qu'on a écouté récemment, moi, il fallait que je plie du linge, puis elle, elle était en train de colorier. Évidemment, c'est sûr que après ça, je vais aller chercher les livres puis je vais lui dire « tu te rappelles la balado qu'on a écoutée? Je vais te la montrer en livre. » Je trouve que c'est une porte d'entrée comme presque évidente, en fait, pour moi, vers le livre. Et puis, je serais curieuse de savoir s'il n'y a pas des études qui ont été faites sur ça. C'est drôle parce que je disais tantôt aux gens qui sont invités que j'avais été dans un drôle de décor. C'est parce que je suis dans une chambre d'hôtel à Rimouski où on donne des conférences, Nicolas et moi, demain, notamment sur la réduction du stress et de l'anxiété par la littérature jeunesse. Et c'est sûr qu'à l'issue de cette conversation, je vais en parler de la balado aussi, comme d'une façon, des fois, peut-être d'apaiser quelque chose, puis après ça, d'entrer vers le livre, de se rendre vers le livre. Donc, c'est bien intéressant. Je vois qu'il y a des commentaires qui se sont ajoutés. Alors, Caroline qui nous disait qu'elle trouvait que c'était très pédago, justement, et qui ajoute avec les élèves de L2, oui, la balado, mais accompagné du livre car le visuel est essentiel. La couleur des accents est géniale pour l'ouverture vers la francophonie hors de la salle de classe. Donc, notamment en immersion en milieu minoritaire. Valérie nous dit, moi, je l'utilise en classe pour varier la période de lecture. Les élèves dessinent ou écrivent en écoutant des balados. J'essaie d'avoir des livres disponibles sur les mêmes sujets que les balados pour susciter leur envie de lire. Alors, encore une fois, c'est l'idée d'avoir des contenus complémentaires. Et oui, tu avais bien répondu à la question et merci pour la réponse. Donc, des gens qui nous indiquent ça. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient ouvrir leur micro pour prendre la parole avant que l'on se quitte? Ou d'autres commentaires, peut-être, si vous avez envie, encore une fois, de partager votre usage de la balado. Je ne vois pas plus de questions. Eh bien, Prune, je te remercie infiniment. Vraiment, c'était extrêmement intéressant. Et merci puis, tu me donnes encore envie d'aller découvrir autant les contenus que vous avez créés qui vont être présentés prochainement que des contenus que je connaissais pas aussi, que tu as partagé, les contenus européens ou des contenus qui ont été faits là ailleurs. Vraiment, ça donne des pistes. C'est vrai, puis je te dirais, même dans la balado pour adultes, dans notre propre consommation, c'est pas tout le temps où aller la chercher. Non, c'est ça. Donc, absolument. Une espèce de recueil de tout ça, ça serait vraiment riche parce que on veut tout le temps découvrir un peu plus sur des fois des sujets semblables ou les mêmes sujets. Puis, c'est intéressant de voir qu'il y a autant de la balado documentaire que de la balado de fiction qui existe. Donc, les genres aussi qui peuvent être représentés, bien intéressant. Alors, merci infiniment. J'ai trouvé que c'était une conférence super intéressante. Et dans la conversation, on voit aussi les gens qui disent de grands remerciements. Marie-Josée nous demande si ce sera possible d'avoir la présentation par courriel. Absolument. Elle vous sera envoyée, effectivement. Et Tania qui dit « Merci, je suis vraiment admirative de tout ce que vous faites avec la puce à l'oreille et au plaisir de découvrir vos plus récents projets. » Alors, je pense que ça conclut bien cette conférence. Merci d'avoir été là. Merci à tous. Et dans 2 semaines, soyez là mercredi prochain. Dans 2 semaines, c'est la causerie qui sera animée par Nicolas. Cette causerie sera sur la thématique des personnages historiques dans la littérature jeunesse. Alors, soyez parmi nous et vous pouvez aller vous inscrire sur le site web de CJ. D'ici là, bonne semaine et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Prune, à bientôt. À très bientôt.